Bon, désolé pour pour l'enregistrement, je viens seulement de me rendre compte que je l'avais pas mis en route. Donc je réexplique rapidement pour ceux qui verraient la vidéo et qui n'étaient pas disponibles. Vous avez un contrôle qui est à faire à partir de mercredi et vous avez à peu près 3 semaines pour le faire. Le contrôle dure 1 heure et vous devez prendre un brouillon, une calculatrice avec vous pour le faire. Il faudra rentrer des valeurs numériques ou faire des calculs. Pas la peine de noter les valeurs pour les filer aux copains parce que vous aurez forcément tous des sujets différents. Il y a plus de 100 sujets différents. Même plus parce qu'il y a 100 sujets, enfin 100 possibilités par question. Donc ça fait des centaines de sujets possibles. Voilà, ça c'est pour le côté contrôle. Donc là c'est notre dernier cours avant les vacances. Pendant les vacances, je ne vous donne pas de travail. C'est les vacances. Et donc là, on est en train de parler du chapitre 14. Je disais rapidement, donc pour résumer, que la lumière, c'est donc une onde comme le son. Mais la différence de la lumière avec le son, c'est que la lumière, elle n'a pas besoin de milieu matériel. Elle n'a pas besoin de se déplacer dans de l'eau, dans quelque chose pour se déplacer. Elle peut même se déplacer dans le vide. La preuve, on voit la lumière du soleil, alors qu'elle a bien traversé du vide intergalactique. D'accord? La lumière se déplace à 300 000 km par seconde, donc c'est bien, 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 bien plus grand que la vitesse du son. Pour rappel, le son, c'est 340 mètres par seconde. Par contre, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'on peut ralentir la lumière. Et la lumière, elle ralentit en fonction du milieu. Par exemple, si vous rentrez dans de l'eau, l'indice de l'eau, c'est 1,33. Ça veut donc dire que cet indice, qu'on appelle petit n, il vaut la lumière dans le vide sur la lumière dans le milieu. La vitesse de la lumière dans le milieu. Et donc, ça veut dire que la vitesse dans l'eau est plus faible que la vitesse dans le vide. Et c'est normal, parce que dans le vide, il n'y a rien pour ralentir la lumière. Dans l'eau, il y a plein de molécules. Donc, l'indice de 1,33, ça veut dire que la lumière dans l'eau va 1,33 fois moins vite que la lumière dans le vide. D'accord? Alors, juste, donc là, on est à peu près à là avec les autres. Alors, on reprend. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, je disais donc que, en fait, la lumière, ce qui nous intéressait, c'est qu'elle va être déviée lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre milieu. Donc, je faisais l'explication juste avec les autres avant. Ici, si vous êtes sur la plage et que vous êtes un maître nageur et que vous courez sur la plage, en fait, imaginons que vous êtes sur la plage ici, d'accord, et que quelqu'un se noie. Une personne se noie ici. Et vous êtes un maître nageur ici. En fait, si vous nagez très mal, vous allez aller ici au maximum au bord de l'eau pour partir en ligne droite pour essayer de limiter le maximum la distance passée dans l'eau. Si vous nagez très bien, vous vous dites, bah, je vais couper court. Vous allez aller au plus court ici, si vous nagez aussi bien. Oula. Le dernier truc, c'est que, en fait, en réalité, vu que vous nagez toujours moins bien que vous courez, vous allez passer, en fait, couper un peu la poire en deux. Et vous allez faire un trajet, en fait, vous allez dévier votre trajectoire de manière à aller le plus vite possible du point A au point B. Donc, si on l'appelle le point A et le point B ici. Et ben, pour la lumière, c'est exactement la même chose. Et on en était là avec les autres. Je suis en train d'expliquer que si vous passez, par exemple, d'un milieu A à un milieu 2, imaginons que ça, c'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau. D'accord? Et que la lumière, elle arrive, en fait, je dois pouvoir mettre une ligne, ouais. La lumière, elle arrive comme ça. Je vais la mettre en noir. Et ben, en fait, cette lumière ici, quand elle va arriver dans l'eau, elle va être déviée. Et pourquoi elle va être déviée? Bah, parce que la lumière va moins vite dans l'eau. En fait, on peut mesurer la déviation de ce truc. Et la déviation de ce truc, en fait, je sais même plus comment on fait pour faire en pointillé. Ok, bah de toute façon, on regardera la vidéo. Le petit n. Alors, le petit n, Eulalie, c'est l'indice. En fait, c'est une caractéristique du milieu. Par exemple, le verre de tes fenêtres, il a un indice de l'ordre de 1,4. C'est-à-dire que la lumière dans le verre de tes fenêtres, elle va 1,4 fois moins vite que dans le vide ou dans l'air. Juste ça. Et donc, on peut classer les verres avec leur indice. L'eau, par exemple, c'est 1,33, etc. C'est bon, Eulalie, du coup? De toute façon, tout est filmé, donc si vous ne comprenez pas, on pourra revenir dessus. Voilà. Et donc, le truc, c'est que la lumière, elle est déviée, mais on a vu tout à l'heure qu'elle dévie en fonction de la vitesse à laquelle on allait. Plus on va vite, plus on va aller dévier, moins on va vite. Enfin, la différence, pardon, de vitesse entre avant et après est importante, plus on va dévier. Et donc, du coup, ici, en fait, pour mesurer cette déviation, en fait, on fait ce qu'on appelle la loi de Descartes.
Alors pour faire la loi de Descartes, il faut que vous traciez la perpendiculaire ici. Attends, je vais mettre comme ça. Comme ça, je vois vos questions en même temps. Vas-y, Eulalie. En fait, moi, du coup, je me demandais, c'est pour ça que quand on passe notre main dans l'eau, genre tout de suite, ça ralentit. C'est à cause de ça, du coup? Ah, C'est à cause de l'indice, là, de l'eau, je sais alors, pas c'est trop pas à quoi? cause de l'indice en soi, parce qu'en fait, ta main, en fait, ça revient un peu à la même chose. Mais l'indice, ça fonctionne que pour la lumière. Quand toi, tu mets ta main dans l'eau, tu as plus de frottement. Mais ça, c'est le même, si tu veux, c'est ça qui explique que la lumière est ralentie. Tu mets ta main dans l'eau, tu as plus de densité, donc tu vas être ralenti. Et ben, c'est pareil pour la lumière. Elle rentre dans un truc qui est plus dense, donc ça va la ralentir. D'accord? Alors, c'est un peu plus complexe que ça pour la lumière, mais en simplifiant, c'est ça, on va s'arrêter là-dessus. On va dire que tout simplement, voilà, c'est ralenti. Par contre, ça, c'est ce qui explique le phénomène que je suis en train de vous expliquer, la déviation. Vous le voyez tous les jours. Lorsque vous mettez, par exemple, une paille dans un verre, vous mettez une cuillère dans un verre d'eau, vous avez l'impression que la cuillère, elle est cassée. Qu'en fait, la lumière qui traverse l'eau, elle va être un petit peu déviée. Donc, elle n'est pas déviée n'importe comment. C'est là que ce qu'on appelle la loi de Descartes. En fait, il faut mesurer l'angle entre ici, ce qu'on appelle l'angle incident, et ici, le rayon qui est réfracté. Donc, ça s'appelle la réfraction, le phénomène de déviation. Donc ici, le rayon incident, il est incident, il arrive, et quand il arrive à l'interface entre l'eau, il est dévié. Ah oui, effectivement, on oublie l'exercice de l'exercice 13. Chapitre 13. On les fait juste après. J'explique ça rapidement et puis on fera les exos après. Et donc, pour savoir de combien est dévié la truc, il suffit de faire l'indice du milieu 1. Ici, si c'est notre milieu 1 et là notre milieu 2, l'indice du milieu 1 fois le sinus de i, c'est égal à l'indice du milieu 2 fois le sinus de r. D'accord? Et donc, en gros, je vais juste effacer ce truc-là là, pour pas que vous compreniez. Pour vous montrer ça de manière un peu différente, parce que là, mon dessin n'est pas terrible. Ici, si par exemple vous êtes dans l'air, donc vous avez un indice de 1, ici au-dessus. Dans le milieu 2, vous allez dans l'eau. Donc par exemple, 1,33 pour l'eau. Et bien en fait, pour mesurer la variation d'angle ici, vous mesurez l'angle qui se situe ici. Toujours par rapport à la normale. Et c'est souvent le piège. C'est souvent le piège que vous avez à chaque fois, vous oubliez. C'est ce qu'on a vu avec le laser dans l'eau. Il y a un peu de ça, ouais. Le laser dans l'eau, la semaine culturelle, vous vous rappelez, était dévié. Qu'en fait, j'avais mis du sel au fond de l'eau et sel en haut. Ce qui fait que l'indice était plus important au niveau du bas que du haut. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passait. Sauf que c'était de manière plus douce. Et là, on va juste parler d'un passage de 1 à 2. On va pas passer ça s'appelle un gradient en physique, c'est-à-dire l'autre c'était une variation douce, c'est pour ça qu'on avait un truc qui était bien courbé. Là, on a vraiment un rayon qui est cassé. Et donc là, par exemple, ici, là, le rayon, on voit que le rayon, il est cassé parce que l'indice entre les deux n'est pas le même. Si l'indice était le même, le rayon, il irait en ligne droite. Mais vu que l'indice, il est cassé, plus on va être lent dans l'eau, donc plus l'indice est grand, plus le rayon va être dévié. D'accord? Et c'est aussi pour ça, par exemple, que le diamant, ça brille fortement. Parce que l'indice est très grand. Du coup, la lumière, elle a beaucoup de tendance à rebondir dessus plutôt qu'à rentrer dedans. Et c'est pour ça que le diamant brille. Et donc là, on peut jouer sur l'angle incident. Donc par exemple, si je prends un angle incident de 30 degrés, 30 degrés avec un indice de 3, bah, je vais refaire le calcul, juste pour vous montrer. Et puis après, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça parce que j'ai pas trop envie de vous perdre pour le moment. On va faire les exos du chapitre 3. Donc, on écrit ma formule, d'accord? J'écris ma formule. Donc, on a dit indice 1 fois sinus de l'angle incident est égal à l'indice 2 fois, attendez, c'est chiant, sinus de l'angle réfracté. Donc, on y va. L'indice 1, bah, c'est 1, c'est ce qui est écrit là, fois sinus de l'angle incident. Donc, l'incident, il est noté là, c'est 30 degrés. Ça doit être égal à N2, donc c'est l'indice du truc 2, donc 3, fois sinus R. Et du coup, on obtient 1 fois sinus 30
sur 3 est égal à sinus de R. Donc on fait le calcul, on fait sinus 30, alors attention, il faut être en degrés, je vous rappelle. C'est dans quoi ça? Je ne sais plus sur la calculatrice là où c'est dans trig. Sin 30 divisé par 3 et on trouve 0,16. 0,16, enfin 0,17 est égal à sinus R. Et comme là on a un sinus, on va annuler le sinus. Donc c'est là normalement que vous pleurez, on fait ce qu'on appelle un sinus moins 1. C'est-à-dire, sur la calculatrice, il y a une fonction qui annule le sinus, mais il faut le prendre des deux côtés. Donc si je fais sinus moins 1 de 0,17, je vais trouver sinus moins 1 de sinus R. Et vu que les sinus s'annulent, on obtient R. Enfin, les sinus moins 1 de sinus. Donc pour trouver l'angle, on va faire sinus moins 1, donc sur votre calculatrice, c'est dans le même menu. Ça s'appelle sinus moins 1. De ce que j'ai trouvé juste au-dessus, je trouve un angle de... Elle est où ma souris? Elle est là. 9,6 degrés. Et on trouve ici dans le graphique 9,6 degrés. D'accord? Donc dans les exos, je pourrais vous demander de calculer l'angle incident. Je peux vous demander de calculer. En fait, ici, vous avez une équation avec 4 inconnus, d'accord? Donc je peux très bien vous demander de calculer soit l'indice 1, et dans ce cas-là, je vous donne les 3 valeurs là. Soit je vous demande de calculer I, dans ce cas-là, je vous donne les 3 autres trucs. Soit je vous demande de calculer N2, et je vous donne les 3 autres trucs, etc. Chaque fois, vous avez 3 des 4. Il faut juste bidouiller. C'est des maths. Ouais. Alors attendez, je remets les questions. S'il y en a qui en ont. Vas-y, Eulalie. Normalement, pour que ça s'annule, il faut qu'il y ait moins 1 et plus 1, enfin 1. Du coup, pourquoi là, il y a 2 moins 1? Où t'as? Je remets le truc où t'as? Là? Ah oui, parce qu'en fait, Là, vous avez mis les deux sinus, ils s'annulent, mais s'il y a 2 moins 1, ils ne peuvent pas s'annuler, il faut qu'il y ait un positif. alors en fait, c'est pas une histoire de plus ou de moins, c'est une histoire de fonction inverse. En fait, la fonction sinus, elle est là. Elle est là, la fonction sinus. Mais moi, je veux l'enlever. Je veux juste R. Alors, pour le faire, je vais appliquer une fonction. Mais quand tu appliques en maths, quand tu fais x2 d'un côté de l'équation, tu dois faire aussi x2 de l'autre côté de l'équation. Ben là, c'est pareil. J'applique une fonction qui s'appelle la fonction sinus moins 1. La fonction sinus moins 1, je suis obligé de l'appliquer des deux côtés. Donc sinus moins 1 de 0,17 est égal à sinus moins 1 de sinus R. Sinus moins 1 fois sinus, enfin sinus moins 1 sinus, ça s'annule. Donc les deux là vont s'annuler parce que c'est une fonction inverse. D'accord? Je sais pas si tu vois, c'est un peu comme la racine carrée. C'est comme si je te dis racine de x est égale à 6, combien vaut x? Bah tu vas dire, ah bah c'est pas compliqué, je prends le carré des deux. Je fais le carré des deux côtés. Je vais prendre ce truc là au carré, et ce truc là au carré. Ça, la racine s'en va avec le carré, j'obtiens x égale 36. Là, c'est le même principe. Le sinus moins 1, il va annuler le sinus, et du coup, il ne me restera plus que R. Donc, R est égal à sinus moins 1 de 0,17. Je ne sais pas si c'est clair. Mais ça, c'est des maths. Hein. Ouais, bon. Voilà. Et donc ça, c'est la loi de Descartes. Donc, puis le reste, on va s'arrêter là, parce que je veux aller beaucoup plus loin. Bon, la loi de Descartes, en fait, il y a un truc qui est rigolo. Qui est rigolo, je sais pas si on peut appeler ça rigolo. Oui, si quoi? T'as encore une question? Vas-y, Lali. Hein. Bon. Ah, donc, tu t'appelles question. Donc, juste un truc. Imaginons qu'on soit. Vous êtes au fond de l'eau. Donc, vous êtes dans une piscine, vous êtes un indice à peu près à peu près un 4. Et vous regardez au-dessus de vous. En fait, c'est bon, il faut imaginer que l'eau est au-dessus, puis vous, là, c'est de l'air. D'accord? Là, les couleurs, elles vont pas bien, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, il arrive un moment où, quand vous allez augmenter votre angle, on se rend compte que l'angle ici devient de plus en plus grand. Et sauf qu'on ne peut pas dépasser 90 degrés. Et bien, il arrive un moment où, en fait, la lumière elle ne rentre même plus dans l'eau, qu'on appelle l'angle limite. Et ça, c'est vrai lorsqu'on va d'un milieu d'un grand indice à un milieu d'un petit indice. Et donc, je vous ai mis un truc sur le cours, là, une image. En fait, ce qu'on voit, c'est le reflet du fond de l'aquarium. Et ce phénomène-là, en fait, vous pouvez l'observer chez vous. Vous remplissez un verre d'eau, vous mettez votre regard à ras dessous du verre d'eau, vous allez voir, en fait, ça fait comme un miroir.
Ça fait comme un miroir parce qu'en fait, mathématiquement, je vais remettre ça. Mathématiquement, ici, quand j'augmente l'angle, vu que l'angle là, il est encore plus grand, que j'augmente l'angle ici, pardon, l'angle là est encore plus grand, arrive un moment où je ne peux pas dépasser 90 degrés. C'est ce qu'on appelle une réflexion totale. Et donc, c'est ça c'est vachement pratique. Par exemple, parce que dans une fibre optique, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, on s'arrange pour que le rayon de lumière, il sorte pas de la fibre optique, il reste dans la fibre optique. Et sur le bord de la fibre, on met un indice beaucoup plus petit que l'indice à l'intérieur de la fibre. Ce qui fait que la lumière, elle va toujours être comme ça. Et c'est pour ça qu'on peut pas trop tordre non plus une fibre optique. Parce que si vous la tordez trop, bah, ça marche pas moins bien. Et ça, on en reparlera dans des exos, on fera des petits exos. D'accord? Donc, en fait, l'angle limite, par exemple, regardez, il a dit. Imaginons qu'au-dessus, j'ai de l'eau. En dessous, j'ai de l'air. Au début, je mets un rayon de 20, qui arrive avec 20 degrés. Et on voit qu'en sortie, forcément, vu qu'on va d'un truc où la lumière va pas vite à un truc où la lumière va plus vite, le rayon de sortie est plus grand. L'angle de sortie, ici, est plus grand que l'angle d'entrée. Et donc, si je commence à augmenter cet angle d'entrée, on se rend compte qu'arrive un moment où, forcément, l'angle de sortie, donc là, par exemple, je suis à 36 degrés en entrée, arrive déjà à 55 degrés en sortie. Et il arrive un moment où, boum, à 47 degrés, il n'y a plus d'angle réfracté. C'est-à-dire que toute la lumière va rebondir comme sur un miroir. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Et on peut l'observer, par exemple, je vous dis, dans un aquarium, etc. Là, dans l'aquarium, le truc que vous voyez noir, là, c'est le fond de l'aquarium. En fait, c'est un reflet du fond. Si vous êtes à la piscine et que vous prenez des lunettes et que vous mettez à ras de la surface, vous allez voir, ça fait comme un miroir. Vous voyez même pas ce qui se passe au-dessus de l'eau. Vous voyez que ce qui est en dessous de l'eau, le fond de l'eau. C'est comme un miroir. Et donc, en fait, si on applique la formule, c'est juste des maths. Hein. Et on trouve que l'angle limite, ce qu'on appelle l'angle limite, c'est l'angle, la ras du sol, oui. L'angle limite, c'est l'angle à partir duquel vous avez réflexion totale, c'est-à-dire que ça rebondit pas. C'est où annotation? Je sais même plus. Je ne sais plus, bref. Je vais vous annoter, mais globalement, je n'arrive pas. On peut le calculer mathématiquement. Oui, regardez la vidéo, c'est pas grave. Et donc ici, vous pouvez voir l'angle limite, sinus moins 1, c'est égal à n2 sur n1. Bon, on peut faire rapidement la formule. Nouveau. Alors, je vous fais juste la démonstration, mais on la refera. En fait, c'est toujours la même loi. Donc, on part de la loi de Descartes. Sinus I est égal à n2 fois sinus R. Et nous, on calcule, on cherche l'angle pour que l'angle de sortie soit le maximum. L'angle de sortie maximum, c'est forcément 90. Il ne peut pas être plus grand que 90. Donc, on arrive avec un angle de 90. Et sinus 90, ça vaut 1. D'accord? Mathématiquement. Donc, on arrive avec sinus de l'angle incident maximum, qu'on va appeler l'angle incident maximal, c'est n2 divisé par n1. Et du coup, comme tout à l'heure, on veut annuler le sinus, on prend sinus moins 1. Donc de sinus I max sur sinus moins 1 de n2 sur n1. Et du coup, en simplifiant ici, on retrouve que l'angle incident maximal, avant qu'il y ait réflexion totale, c'est sinus moins 1 de n2 sur n1. Donc je vous disais, ce phénomène-là, c'est vraiment la base de la fibre optique. C'est un chouïa plus compliqué, puisqu'en fait, dans la fibre optique, une nouvelle fibre optique, on met pas juste deux milieux, on met plein de milieux mélangés. Enfin, ce qu'on appelle un dégradé d'indice qui permet d'avoir un rayon qui est bien dévié correctement. Mais voilà, c'est le principe de la fibre optique. Comme ça, la lumière, en fait, pour simplifier, la lumière dans une fibre optique, c'est un truc. Une fibre optique, c'est en fait, vous avez la gaine et le bord. Le bord et la gaine, ils sont transparents les deux. Sur la calculatrice, tu as un bouton à côté, normalement, soit au-dessus du sinus, soit trig si tu as une TI 83, je sais pas quoi. Je me rappelle plus ta calculatrice. Normalement, c'est juste au-dessus ou seconde sinus. Donc, je disais pour la fibre optique, par exemple, vous avez ici un indice qui vaut à peu près 1. Bon, je sais plus, 1,1, j'ai des bêtises. Et là, l'indice au centre, il vaut 1,5. Et là, du coup, l'indice vaut nouveau 1. En fait, quand vous envoyez un rayon laser là-dedans, votre rayon laser, on va l'envoyer avec un certain angle qui va faire qu'on va dépasser l'angle maximal. Ce qui fait que ce rayon, il va rebondir. Tac. Là, pareil, il dépasse encore l'angle maximal. Et donc, il va rebondir, ce qui fait qu'on peut diriger le rayon laser pour qu'il reste dans le fil.
contre, si vous tordez trop votre fibre optique, si vous tordez trop la fibre optique, vous allez obtenir un truc comme ça. Ah zut, voilà. Oula. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez la gaine. J'arrive pas à faire le bord, c'est bizarre. Hop là. Voilà, parce que je suis sur le bord de la tablette, c'est pour ça. Et donc le rayon laser là qui va arriver, s'il arrive comme ça, il va rebondir. Tac, 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 tac. Mais arrivé ici, en fait, il n'arrive plus avec un angle suffisant. Ce qui fait qu'il y a une partie du rayon qui va sortir. Une partie qui va rebondir. Une partie qui va être réfractée, qui va être déviée. Et cette partie réfractée, bah, elle est perdue. Et ça, on veut pas. C'est pour ça qu'il faut pas trop tordre une fibre optique. Voilà, voilà, voilà. Pour ce chapitre-là, on va pas aller beaucoup plus loin. Alors, on avait des exos au chapitre 13. Je l'ai dit, tu viens de me le rappeler. Je vous avais mis quoi en exo? Bah, ils sont sur le NT, je crois. Je me connecte sur le NT. Le voilà. Tac. On va faire comme ça. Je vais remettre Paint ici. Alors, menu, Moodle. En fait, une fibre optique, hein, c'est un fil, mais c'est vraiment très 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 fin. C'est fin comme un cheveu, même plus fin qu'un cheveu. La fibre optique arrive chez toi, sauf qu'elle est gainée avec une gaine en plastique autour. Mais c'est vraiment très très fin. Et donc, si tu prends, c'est un fil, tu peux la tordre. Ça dépend de ce que tu as à la maison, par exemple. Donc voilà, votre DS, il est prêt, là, il est au chaud, regardez. DS chapitre 11, 12, 13, il vous attend. Alors, chapitre 13, vous avez les exos, voilà. Alors, donc du coup, pour le son, on en revient sur le son. C'est quoi une fibre optique? Une fibre optique, c'est un fil transparent qui permet de transporter de la lumière. La fibre optique, c'est donc un fil transparent dans lequel on envoie de la lumière. Et donc, du coup, ce qui est intéressant par exemple, pour Internet, votre Internet, il passe vous n'avez pas la fibre à la maison, il passe par un fil électrique, classique. Ce qu'on appelle un fil téléphone. Et du coup, bah, c'est limité par le son jusqu'à la rentrée, Ouema. La fibre optique, enfin, le fil classique, la vitesse, c'est la vitesse de l'électricité dans le fil. Donc, c'est rapide, mais c'est pas monstrueux. Par contre, l'intérêt de la fibre optique, c'est que la lumière se déplace à 300 000 km/s quasiment dans le fil, à la vitesse de la lumière. Ce qui fait que vous allez pouvoir atteindre des débits et des vitesses et des connexions vraiment. Par exemple, moi chez moi, j'ai de la fibre optique depuis peu. Là, envoyer la vidéo quand elle dure 1 heure pour la mettre sur YouTube, ça me prend 15 secondes. Une vidéo qui fait 600 mégas. D'accord? Et donc là, c'est un truc qu'on ne pourrait pas atteindre avec un câble classique. Donc l'intérêt de la fibre optique, c'est pouvoir transporter beaucoup d'informations très vite. Ça sans chauffer en plus. C'est de la lumière. En plus, ça craint pas l'eau, ça craint pas les courts-circuits, etc. Donc c'est super. Alors genre les patelins, c'est pas forcément le cas, parce qu'en fait, par exemple, dans les patelins, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'il faut que la fibre optique, elle soit tirée dans le bled. Mais si quelqu'un tire le maire du patelin arrive à faire venir la fibre jusqu'au patelin, et ben tous les gens qui vont être raccordés sur ce fibre optique, ils vont avoir le même débit qu'un mec qui est dans une grande ville. Et ça, c'est génial. Alors que normalement, avec un fil téléphone, même dans les patelins, vous avez forcément un débit pourri. Alors que là, avec la fibre optique, vous avez un super gros débit, même dans les patelins. Encore faut-il que les patelins, ils aient la fibre, effectivement. D'accord? Alors, donc, je disais, on va regarder l'exercice du chapitre 13. Donc là, on vous parle d'un La. Le La3 correspond à un signal sonore d'une fréquence 440 Hz. La fréquence associée à une note double lorsque la note est à l'octave suivante. Donc le La4, du coup, vas-y, écoute. Alors, moi j'ai mis que la fréquence elle était élevée, du coup le son il est aigu. Ouais, mais il te demande le chiffre là, il te demande la valeur du son. Ah bah je sais pas calculer ça, vous nous avez rien donné, donc je vais pas calculer un truc sans savoir. Regarde, 440 Hz, c'est le La3, et on te dit que la fréquence, elle est doublée lorsqu'on passe à l'octave suivante. Donc c'est le double de 440. Ah, donc c'est 880. Bah voilà, tout simplement. 880. Voilà. Et donc montrer que les fréquences 395 et 98 peuvent être associées à une même note dans des octaves différentes. Il suffit de prendre 98. Imaginons que c'est la première octave.
L'octave au-dessus, je fais x2, j'obtiens 196. Et encore x2, j'obtiens 392. Donc c'est à peu près les mêmes fréquences. Donc les deux là, c'est des fréquences. Bon, en fait, c'est pas tout à fait des octaves, mais presque. Que 98, c'est 395, pardon, c'est 4 fois 98. Ouais. Donc je réexplique pour ceux qui n'auraient pas compris. Si vous avez par exemple le La1, le La1, c'est 110 Hz. On appelle le La1. Le La2, vous faites ça fois 2. Donc ça fait du 220. Ensuite, vous faites ça fois 3. Ça fait du 330. C'est de la 3, etc., etc., etc. D'accord? Il y a tout plein de notes en fait. Et donc l'octave, à chaque fois, on multiplie par... non, pardon, j'ai des bêtises. On multiplie par 2 à chaque fois. J'ai des bêtises. Moi, la musique, ça fait 4. Voilà. L'octave, c'est on multiplie par 2 à chaque fois. Donc ici, alors on fait x2, donc le La3. Ici, vous avez le La2, le La2 qui est là, le La3, il vaut 440. Le La4, il vaut x2 encore, donc 880, etc. On peut faire le La27 si vous voulez, mais c'est un son trop aigu pour qu'on l'entende. Il existerait. Pour les chiens, par exemple. Apprendre à rédiger. Donc là, des signaux différents. Rappelez le lien entre fréquence et période. Alors du coup, ce qu'on va surtout faire, c'est identifier les deux sons qui ont la même hauteur et comparer leur timbre. Donc la même hauteur, je vous rappelle, c'est la même fréquence. La même fréquence, c'est-à-dire deux sons qui se répètent, deux sons qui ont la même période. Si on regarde ce signal-là, en millisecondes, on voit déjà que les quatre graphiques, ils ont bien la même graduation. Pas de problème. On regarde maintenant. Ce signal-là, il se répète à l'identique au bout de 1, 2, 3 carreaux. Ce signal-là se répète à l'identique au bout de 1 carreau et demi. Celui-là se répète à l'identique au bout de 2 carreaux. Et celui-là se répète à l'identique au bout de 3 carreaux aussi. Donc les deux qui se répètent à l'identique, c'est A et C. Donc les deux là ont la même hauteur, c'est-à-dire que c'est la même note. Par contre, si on regarde le dessin maintenant, le dessin de ce truc, on voit que là, le dessin n'est pas le même que le dessin là. Donc les deux sons, bien qu'étant la même note, sont deux sons faits avec deux instruments différents. Vu que c'est deux instruments différents, le timbre va être différent aussi. D'accord? On ne peut pas dire autre chose que ça. Donc ça sonnera pas pareil à l'oreille, mais c'est la même fréquence et la même note. C'est juste ça qu'il fallait dire dans l'exercice là. Ensuite, le 31, donc de la vie courante, on vous dit que par exemple, le Vuvuzela c'est 127, Vuvuzela c'était un instrument pour la Coupe du Monde de foot là, en Afrique du Sud qui était très chiant. Une course de Formule 1, on est aux alentours de 140 décibels, etc. Pour deux bruits de niveau d'intensité sonore très différents, écart supérieur à 10 décibels, le bruit le plus fort masque souvent le bruit le plus faible. Pour deux bruits de niveau d'intensité sonore très proches, en dessous de 10 décibels, les niveaux d'intensité s'additionnent pas. Par exemple, si le niveau sonore d'un son émis par une vuvuzela est de 127 décibels, le niveau sonore d'un son émis par 100 vuvuzela, dans la même condition, est de 147 décibels. D'accord? Sinon, ça montrait beaucoup plus fort. Donc, on vous dit, 0 décibels correspond à une intensité sonore de 1 10 moins. On voit pas bien, mais dans le livre, on le voyait, c'est 10 moins 12. L'auditeur est soumis à deux signaux sonores audibles d'une même fréquence émis par un thermomiseur et par une tronçonneuse. À l'aide du document, estimer la valeur du niveau sonore d'intensité sonore totale perçue par l'auditeur. Donc s'il y a une tronçonneuse et une télé. Une télé, c'est 65 décibels. Une tronçonneuse, c'est 100 décibels. On a dit que si l'écart est très important, le plus gros évince le premier. Alors non, ça ne s'additionne pas, justement. En gros, le niveau sonore, il est de 100 décibels. Marqué là. Lorsqu'il y a un écart supérieur à 10 décibels, le bruit le plus fort masque le plus souvent le bruit le plus faible. Donc la tronçonneuse, elle masque la télévision. Donc on va avoir un son qui va avoir une puissance de 100 décibels. Les deux puissances s'additionnent pas en niveau sonore. Les puissances s'additionnent si vous voulez, mais pas les niveaux sonores en décibels. Je vous rappelle qu'il y a un calcul pour passer de l'intensité sonore au niveau sonore. C'est pas la même chose. Donc là, c'est 100 décibels. Expliquer pourquoi le niveau d'intensité sonore perçu lorsque deux téléphones sonnent n'est pas égal à 140 décibels.
Tout simplement, parce qu'on a dit que deux téléphones, c'est 70, un téléphone, c'est 70 décibels lorsqu'il sonne. Mais on vous dit que deux choses ne s'additionnent pas, c'est une échelle non linéaire. Comme c'est une échelle non linéaire, les deux ne s'additionnent pas. Donc clairement, on vous demande pas de calculer, mais tout simplement, il faut simplement dire que l'échelle étant non linéaire, deux téléphones ne feront pas 140 décibels. Ça fera peut-être 80, il faudrait faire le calcul, je pense que ça ferait 80 décibels. Je vous rappelle que le calcul n'est pas à votre niveau, hein, vous le ferez l'année prochaine si besoin. Terminez l'augmentation du niveau sonore lorsque on passe du son émis par VUVUZELA au son émis sans VUVUZELA. Ici, on passe de 127 pour une VUVUZELA à 147 pour 100 VUVUZELA. Donc on augmente de 20 décibels. D'accord? Alors, le pourquoi 20, je vous le réexplique très rapidement, mais c'est pas trop le but du chapitre. Nouveau, comment on fait nouveau? Toc. Je disais, en fait, pourquoi 100? Parce que quand vous augmentez de 10 décibels, que vous augmentez la puissance, vous passez d'une VUVUZELA à x10, vous prenez 10, et VUVUZELA, vous augmentez de plus 10 décibels. Parce que c'est une échelle non logarithmique. Donc on arrive à 137. Lorsqu'on passe 126, on remultiplie encore par 100. Donc au départ, si on avait une VUVUZELA, on en a 10 là et on en a 100 ici. On a bien encore augmenté de 10, encore plus 10. À chaque fois que vous multipliez par 10 la puissance, vous augmentez le niveau sonore en décibels que de 10. Donc finalement, c'est comme si on avait augmenté de plus 20 ici, décibels. Donc lorsque le niveau d'intensité sonore augmente de 140 décibels, l'intensité sonore correspondant est multipliée par 10 puissance 14. Déterminer l'intensité sonore correspondant à une course de Formule 1. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On a I0. I0, c'est l'intensité à 0 décibels, qui vaut 1, alors c'était pas lisible, mais c'était lisible dans votre bouquin, puissance moins 12 watts par mètre carré. Et là, ça correspond à 0 décibels. Alors, c'est pas égal, hein, c'est une flèche. Ça correspond à 0 décibels. Et maintenant, on est à 140 décibels pour une Formule 1. On vous dit qu'il faut prendre cette valeur et la multiplier par 10 puissance 14. Pourquoi 10 puissance 14? Parce que là, c'est 140. Et là, regardez, on a augmenté de 20 et on a augmenté de 10 puissance 2. Bon, je sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais ici, quand on augmente de 2, 2 fois 10, ça fait 20, c'est l'augmentation de décibels. Là, on multiplie par 10 puissance 14. Donc pour une Formule 1, la puissance, en fait, elle va être de 1 fois 10 puissance moins 12 fois 10 puissance moins 14, pardon, plus 14. Et on obtient finalement 10 puissance 2. C'est énorme, hein, 10 puissance 2 watts par mètre carré. C'est une puissance énorme. Ça fait du 100 watts par mètre carré. Ça fait une grosse puissance. Et là, clairement, c'est écrit dans votre bouquin, hein, là, vous risquez d'être sourd. C'est pour ça qu'ils ont tous des casques dans les stands. D'accord? Un avion décollage, c'est 150 décibels, donc là, ça crache, vraiment, ça fait mal. Et à Ariane, au décollage, on est 180. Les plus puissants, je crois que c'est les bombes atomiques, on est au-dessus de 200 décibels. Là, clairement, le souffle, il pète tout, quoi. Voilà pour les exercices. Et vous n'avez pas de calcul comme ça, passer des niveaux sonores, etc. Il n'y a pas de calcul. Le passage niveau sonore à intensité sonore, c'est pas votre programme. On est bon? Des questions là-dessus? Ok. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire le contrôle jusqu'au 4. Donc, je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu ou qui n'ont pas suivi le contrôle, vous avez 3 semaines pour le faire. Et vous avez 1 heure et j'ai autorisé à revenir en arrière. Si vous faites une erreur, etc., vous pouvez revenir en arrière, sachant que c'est pas expliqué si vous avez juste ou faux. D'accord? J'ai fait exprès, comme ça vous saurez si c'est juste ou faux à la fin du contrôle, c'est-à-dire à la rentrée. Ouais, je sais, ouais. Tu vas apprécier, je le sens, il a dit. Du coup, voilà pour le contrôle. Ce sera à faire pour le 4. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien du beau temps. Sortez pas, restez à l'abri. On approche du pic, hein, d'épidémie. Là, on est en train de ralentir, l'augmentation ralentit. Donc, on va arriver sur le pic épidémique. Ça va redescendre et du coup, je pense qu'on va nous remettre un bon 15 jours de confinement. Mais même après le confinement, il faudra encore faire bien attention.
Ils vous expliqueront tout ça à la télé, etc. Vous entendrez parler. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. À bientôt.